Bonsoir à toutes et à tous. Un tout grand merci pour l'invitation d'une part. Le chemin qu'on a choisi, à savoir défendre le don d'organes, eh bien, la réponse, elle est déjà dans cette introduction de soirée, lorsque Jean-François nous explique sa démarche, lorsqu'on voit la petite Chiara, qui souffre, malgré tout, mais qui est pleine d'espoir. Et le mot espoir est quelque chose qui va vraiment nous unir, nous relier, et il y a plein de notions qui sont déjà apparues à l'écran et qui vont revenir maintenant. C'est la solidarité, c'est l'espoir, la vie est belle, j'ai entendu ça tout à l'heure dans le reportage. Je crois qu'il faut positiver dans la vie. Et c'est vrai que le 13 décembre 2011 a bouleversé notre vie. Notre fils Laurent, âgé de 20 ans, est à l'école ce jour-là, et puis un prof absent. Et par gentillesse, il décide d'aller chercher sa copine place Saint-Lambert à Liège, un endroit où il ne va jamais, puisqu'il ne prend jamais le bus, et il décide d'aller chez sa mamie juste après. Malheureusement, un tueur fou va tirer sur la foule, et notre fils sera mortellement touché à la tête. Un éclat de grenade mal placé, et après 9 jours de coma, il nous a quittés. Il nous a quittés, mais il nous a laissé un tas de choses. Une richesse incroyable de la vie. Vraiment une leçon de vie qu'il nous a donnée. Et généreux sur ces 20 trop courtes années, je vais dire, eh bien, il est dans la perpétuité, puisque son acte a permis de sauver des vies, d'améliorer des vies, et c'est quelque chose qui nous tient. C'est quelque chose qui nous a remis à flot et qui nous encourage à continuer. Et le chemin qu'on a choisi, vraiment maintenant je sais pourquoi on l'a choisi, eh bien c'est déjà pour la petite Chiara et pas mal de personnes aussi en Belgique, en Europe, un peu partout dans le monde. Et je crois que si tout le monde peut colporter cette idée, eh bien on aura déjà fait un grand pas. Alors c'est vraiment sans aucune prétention qu'on fait cet exposé, mais mon épouse avait choisi d'aller dans les écoles. Une manière aussi de perpétuer ce que Laurent souhaitait faire, à savoir instituteur. Le contact avec les jeunes, peut-être changer de mentalité, parce que le don d'organes est un sujet tabou. Il ne doit pas rester tabou, il faut pouvoir en parler. C'est vrai que c'est lié à la mort, donc c'est un sujet grave. On ne veut pas non plus mettre du poids sur cette soirée, mais vraiment sans aucune prétention, j'espère qu'on va pouvoir un peu faire connaissance avec la problématique du don d'organes. Ce petit symbole, vous le connaissez peut-être sous une autre couleur, le rouge pour le sida, le blanc pour les femmes battues, le rose pour le cancer du sein, et peut-être encore d'autres. Et bien le vert, sachez que c'est la couleur officielle pour le don d'organes. Et contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est un sigle que l'on peut utiliser dans de bonnes conditions bien entendu, mais il est libre de droit. On ne se l'est pas approprié, mais on l'a plutôt adopté. Chaîne de vie, et j'aimerais aussi faire la précision vie avec S, parce qu'on sauve ou on améliore des vies. Vous allez vous en rendre compte dans la suite de l'exposé. C'est l'exposé dont Claudine, dont mon épouse, se sert dans les écoles. Il y a des passages dont on a déjà parlé, donc on ira peut-être un peu plus vite. On parle un peu de Liège, mais là on fera aussi un petit pas en avant. En fait, le but de l'association, c'est d'informer et de sensibiliser au don d'organes. On parle du don d'organes, mais on parle aussi du don de tissu, vous allez voir. Donc, comment va se dérouler cet exposé? D'abord, une définition de ce qu'est le don d'organes. Un bref historique, on se rendra compte que l'historique est assez récent, hein, on ne parle pas de la transplantation depuis si longtemps que ça. Savoir qui a besoin d'organes, même si ça paraît évident. On parle de pénurie, il est très intéressant de savoir pourquoi il y a cette pénurie, et évidemment comment remédier à cette pénurie. Qui peut donner ses organes? On parlera d'eurotransplant, on vient de le citer il n'y a pas longtemps, ça vaudra la peine de développer un peu le sujet. La loi belge, évidemment, parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut avec le don d'organes, et heureusement d'ailleurs. Un bref aperçu, un bref point de vue des religions, parce que là aussi, les idées sont parfois un peu divergentes, mais vous verrez que, en final, c'est quand même très positif. Et peut-être savoir aussi comment on peut vivre après une transplantation. Je n'ai pas l'habitude de travailler avec un écran si grand. Je ne connais pas mon texte par cœur. Mais voilà. Donc le don,
finalement, c'est très simple, hein, c'est l'action de donner, d'abandonner quelque chose sans rien attendre en retour. Le don d'organes, eh bien, c'est aussi le premier acte qui mène à la transplantation, et c'est certainement l'un des plus beaux gestes de solidarité qui soit, puisqu'il va même au-delà de la vie, c'est une prolongation au-delà de la mort. Donc le don d'organes consiste à prélever un organe ou une partie d'organe chez un donneur, qui peut être vivant ou décédé, pour le transplanter chez un patient malade qu'on appellera le receveur. Voilà les notions élémentaires. Alors chez le donneur vivant, on peut prélever un rein, une partie de foie, peut-être plus rarement un lobe de poumon ou un segment de pancréas. Et chez la personne décédée, on parlera de mort cérébrale, parce que ça c'est très important aussi. C'est une notion qui vaut vraiment la peine d'être développée. On peut faire chez la personne décédée aussi en arrêt cardiaque sur la table d'opération. On peut prélever le cœur, les reins, les poumons, le pancréas, les intestins, le foie. Au niveau de Laurent, à 20 ans, bon, il ne buvait pas, il ne fumait pas, il était en pleine forme, il était sportif, on a pu tout prélever. Et ça, c'est quelque chose qui nous a fait du bien aussi, hormis peut-être le pancréas, parce qu'avec les médicaments qu'il a dû prendre pendant, qu'on lui a inculqué pendant 9 jours de coma, il a développé une pancréatite. Et à ce moment-là, on ne pouvait pas prélever le pancréas. On a prélevé aussi les tissus, parce qu'on parle du don d'organes, on sauve des vies bien entendu, mais le prélèvement de tissu peut améliorer des vies, on va le voir aussi. Le don de tissu, c'est un peu comme le don d'organes, il consiste à prélever et à transplanter. Donc là, on va améliorer la vie de personnes qui ont des problèmes cardiaques, on va satisfaire aussi des grands brûlés, les malvoyants, les diabétiques. On peut ainsi greffer les cornées, la peau, des vaisseaux sanguins, les valves cardiaques quand on ne peut pas prélever nécessairement le cœur en entier, les tendons, les cartilages ou les os. Donc vous voyez, quand on parle de tissu, on va déjà ratisser très large. Un petit schéma qui rappelle tout ce qu'on peut prélever donc au niveau organes et tissus, et on fait juste une allusion ici aux cellules qui ont de grande importance aussi, même si ça ne fera pas l'objet du développement ici, la moelle osseuse, les globules rouges, le plasma, voire les plaquettes. Et ce dont on parle de plus en plus maintenant, c'est une belle perspective d'avenir. On va chercher le sang dans le cordon ombilical. Donc vous avez peut-être dans votre entourage des personnes qui viennent d'accoucher, à qui on a certainement proposé de prélever une partie du cordon ombilical. Et ça, c'est une belle opportunité, un peu à l'instar de la moelle osseuse, c'est très riche en cellules souches. Donc là, ça offre de belles perspectives. Alors, il faut savoir aussi qu'en Belgique, on peut prélever dans n'importe quel hôpital du pays, mais par contre, les transplantations ne se font que dans les hôpitaux universitaires. Sur la carte de Belgique, on voit que c'est la partie quand même nord qui occupe tous ces hôpitaux universitaires, et pour la région liégeoise, c'est le CHU dans le domaine du Sartignement. Alors, quand a commencé la transplantation, ça a commencé au 19e siècle. C'était évidemment de l'expérimentation. On prenait de la peau de cochon, qu'on mettait à un autre cochon pour voir un petit peu comment ça marchait. Évidemment, ça ne marchait pas dès le début. Et puis en 1902, il y avait M. Carrel, qui était un chirurgien très renommé pour cette époque, qui ne savait pas comment on suturait les organes. Donc il a passé 1 an chez une brodeuse, qui faisait vraiment des points très très méticuleux et très très fins. Et à l'heure actuelle, on utilise toujours cette technique de suture pour suturer les organes. En 1951, on a fait la première greffe de rein en France, c'est une personne qui guillotinait. Et on s'est aperçu qu'on pouvait aussi prendre un donneur vivant, puisqu'on a 2 reins, on s'est livré qu'un seul rein. Et en 1952, comme Madame le professeur Grinz a dit, il y avait un système HLA, qui est vraiment un code génétique. Il faut vraiment des cellules semblables pour essayer évidemment qu'il y ait le moins de rejet possible. C'est les jumeaux. Les jumeaux, c'est vraiment des personnes identiques, des personnes miroirs. Et un des frères va donner son rein à l'autre, et on s'est aperçu que les tissus étaient vraiment identiques, donc il n'y avait pas de rejet.
Grâce à ça, on a évidemment développé tous les médicaments immunosuppresseurs que les transplantés prennent toujours actuellement. Alors en 1963, on a développé le concept de la mort cérébrale, parce qu'au début, on se pensait que c'était uniquement le cœur qui devait être arrêté pour pouvoir donner ses organes. On reviendra sur ce concept plus tard. En 1967, on a fait une grande avancée puisqu'on a fait la première greffe de cœur par le professeur Barnard en Afrique du Sud. Et puis on a fait les pancréas, on a évidemment développé après le rein et le cœur les autres organes. Et en 1970, il n'y a pas tellement longtemps, il y avait un scientifique, M. Borel, un scientifique suisse, qui se promenait toujours avec son microscope en dessous du bras et qui analysait tout ce qu'il trouvait. Donc il a trouvé dans un fjord norvégien un champignon, il l'a analysé et il a trouvé la cyclosporine. La cyclosporine, c'est un médicament qu'on utilise toujours à l'heure actuelle pour les transplanter, pour éviter évidemment tout ce qui est rejet. Alors après on a fait une double greffe de poumon, et puis la première greffe intestinale, et puis on s'est aperçu qu'on pouvait couper le foie. Le foie c'est un gros organe, c'est le plus gros organe du corps, il pèse 1 kg, et c'est le seul organe qui ne vieillit pas, il se régénère. Donc quand on coupe un morceau, après quelques mois, il est de nouveau à sa forme initiale. Donc c'est vrai que parfois, de vivant, on peut donner une partie de foie pour sauver quelqu'un de sa famille, ou parfois quand on est en mort cérébrale, on coupe le foie en deux et on peut sauver 2 enfants. Alors, ça se dit. Après on s'est rendu compte qu'on a 2 poumons, donc on peut parfois enlever un poumon, c'est plus rare, parfois ça peut quand même arriver pour sauver des personnes. Alors du côté liégeois, on ne parle que du côté liégeois, puisque dans notre région, on peut être fiers, parce qu'on a eu pas mal de réussites. En 1965, on a fait la première greffe de rein, en 1983 la première veine cardiaque, en 1984 le pancréas, en 1986 le foie, et puis on a M. de Rover, qui est un petit magicien, on a pu le rencontrer. En 2012, il a fait quelque chose de fantastique, parce que souvent on greffe 1 voire 2 organes. Là, il a greffé 5 organes sur un enfant de 9 ans. Donc c'était vraiment quelque chose de difficile, et c'était vraiment quelque chose de miraculeux. Il va bien, on a des nouvelles, il a recommencé à l'école, il recommence son sport, donc tout va bien pour lui. Donc qui a besoin d'organes? Ce sont les patients qui ont une maladie. On a essayé tous les types de traitements possibles et imaginables, plus rien ne va. Donc la seule option, c'est de changer l'organe malade et de le remplacer par un organe sain. Donc pour les problèmes cardiaques, ce sont des problèmes de valves ou de tuyaux, les veines ou les artères ont des soucis. Pour le foie, ce sont des virus qui attaquent le foie, l'alcool, qui n'aide pas évidemment, des maladies biliaires ou des cancers. Et pour le rein, des infections ou des médicaments à tarlarigot, on prend des médicaments et ça abîme les reins, ou des problèmes de reflux. Pour le pancréas, ce sont les diabètes, dont tout le monde a dans son entourage quelqu'un qui est diabétique. Donc le pancréas produit trop ou pas assez d'insuline. Les poumons, tout le monde se souvient de Grégory Le Marchal, qui nous a quittés, il était muco et on n'a pas trouvé de cœur-poumon pour le transplanter. L'année dernière, on serait venu, on n'aurait pas eu ces dias, parce que depuis 2 ans et demi, on fait de belles rencontres, toujours émotionnantes évidemment, puisque on parle toujours de notre histoire douloureuse, mais j'ai pu rencontrer le professeur Dufresne, qui travaille à Saint-Luc, et qui est chercheur en cellules souches. Et c'est lui qui est venu prélever les tissus de Laurent. Donc il nous a expliqué que on avait prélevé tous ses os et tous ses tendons de ses 4 membres, et on s'est fait pas mal de choses, des belles choses avec ces os. Alors parfois on remplace l'os en intégralité, ou parfois on en fait de la poudre d'os, et avec un fémur on s'est sauvé 100 personnes. Donc vous voyez qu'on peut faire pas mal de choses. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait des reconstructions articulaires, des gens qui ont des problèmes de ski, on met un nouveau ménisque, un nouveau tendon. On remplace par exemple la paroi abdominale. Cornée, on a pris les 2 cornées de Laurent, donc quelqu'un qui était aveugle recouvre la vue grâce à ça. Ce n'est pas l'œil qu'on prend. Les gens souvent ils ont peur, on dit oh là on va retrouver peut-être le regard de la personne disparue. Non, ce n'est pas du tout l'œil, c'est vraiment le voile qui est au-dessus. Alors quand on ne sait pas prendre le cœur en entier, on le dissèque, on prend les valves, on sait sauver les personnes. La neurochirurgie, donc là il m'a appris aussi, on a un grand tendon au niveau de la cuisse qui s'appelle le fascia latin.
Ils en font comme un parchemin et on remplace une partie du cerveau, la dure mère, qui peut être attaquée par une méningite. Les greffes de peau pour les grands brûlés. C'est vrai que quand on a dit qu'on pouvait prendre des organes de Laurent, moi j'avais dit ben, prenez tout ce qu'on peut prendre et prenez la peau pour les grands brûlés. Malheureusement, il y a un grand sort de brûlés au CHU, mais il n'y a pas de banque de peau. Donc on n'a pas su prendre la peau, mais ce sont des personnes qui souffrent atrocement. Et la peau diminue les souffrances, augmente la cicatrisation. C'est très important. Donc là, c'est un numérus qu'on a enlevé et qu'on va retransplanter dans la totalité. On sculpte des os pour refaire des petits os, par exemple, de l'oreille. Là, c'est aussi des petits os qui ont été sculptés. Là, ce sont les copeaux. Donc, c'est un fémur, par exemple, qui a été broyé en poudre d'os. Quelqu'un qui a un cancer des os, certains, on enlève la partie malade, on fait un petit creux dans l'os, et par cette poudre d'os, on le recouvre. Et évidemment, c'est merveilleux parce que l'os n'a pas besoin de compatibilité. Donc, on peut aider pas mal de personnes, et ça part dans le monde entier. Ça part jusqu'au Pakistan, en Afrique du Sud. Donc, on s'est dit pas mal de choses. Évidemment. Le nombre de personnes en attente d'un organe est plus important que les donneurs potentiels. Et c'est bien là le problème. En fait, beaucoup d'organes peuvent être abîmés, ne fût-ce que par un accident de voiture, et des organes seront meurtris, ils seront inutilisables. Une consommation accrue de médicaments ne va pas arranger les choses non plus. Les organes vont s'abîmer. La mauvaise hygiène de vie, trop de tabac, l'alcoolisme évidemment, mais malheureusement la maladie, comme certains cancers, le sida, vont empêcher le prélèvement d'organes puisque les organes ne sont pas transportables. Ce qu'il y a aussi, c'est que trop de personnes n'ont pas fait cette démarche de s'inscrire à la commune en tant que donneurs. Donc il manque effectivement des donneurs. Il faut dire que c'est un sujet tabou, je le disais en début de présentation. C'est lié à la mort, on ne veut pas en parler, et c'est peut-être là que le bas blesse. Le manque de prise de conscience aussi, le manque d'information, raison pour laquelle on peut faire ce genre de démarche comme ce soir. Et puis, ce concept de mort cérébrale qui est très difficile à accepter et à comprendre. On peut imaginer Laurent qui était dans le coma, mais il est déjà en mort cérébrale, et tenu en vie artificiellement, en tout cas pour maintenir les organes en bon état. Son teint était rose, il était encore chaud, il donnait l'impression de respirer. Donc, c'est très difficile de penser que dans les heures qui suivent, il va nous quitter, alors que d'aspect, il paraît encore vivant. Donc, ce n'est pas évident psychologiquement non plus. Et puis, je l'ai mis volontairement entre guillemets. Il faut mourir à l'hôpital. Alors, pourquoi? Si vous mourrez chez vous, le temps que le décès soit acté, le temps qu'on vous transporte à l'hôpital, les organes seront totalement détruits. Donc, il faut se retrouver à l'hôpital, donc je vais dire être sur place, pour que l'on puisse exploiter, et que je pèse mes mots ici, exploiter les organes disponibles. Tous ces concepts font qu'il y a cette difficulté. Alors, quelques chiffres pour la Belgique qui sont arrêtés fin 2013. Ce n'est pas l'idée de les retenir ou quoi, mais ça donne un peu l'idée des organes qui sont demandés. Et évidemment, ce sont les reins qui sont le plus demandés, le cœur aussi, le foie, les poumons, et ainsi de suite. Au niveau des donneurs, c'est peu. Un peu moins de 280 personnes sur une année, c'est très peu. Maintenant, s'il y a des matheux dans l'Assemblée, je ne cherche pas à faire un lien entre les 195 multi-organes, etc. On ne peut pas faire de lien, puisqu'il y a des gens chez qui on va prélever plusieurs organes, d'autres, si on prend 2 poumons, on peut soigner 2 personnes, etc. Donc, c'est pour vous donner un peu une idée des organes qui ont pu être prélevés. Presque 900 sur l'année, avec un relatif bon taux de réussite, mais malgré tout, une grosse centaine de personnes sont décédées par manque de donneurs. Donc là, ça reste quand même très important. Il faut savoir aussi que pour un cœur, un poumon, un foie, on peut aller jusqu'à 1 an d'attente, et jusqu'à 3 ans d'attente pour un rein. Donc
on peut imaginer la détresse des gens, l'anxiété. Mais bon, là, je crois qu'on ne peut rien y faire, si ce n'est eh bien, faire des démarches, prévenir des maladies par information, une éducation, une bonne hygiène de vie, c'est important. On peut aussi être favorable à l'avancée médicale, et là, je crois qu'on peut être optimiste, puisque à ce niveau-là, on trouve de belles perspectives. Mais les campagnes d'information restent d'actualité auprès de la population. Il faut qu'on prenne vraiment conscience de l'importance du don d'organes. On peut aussi encourager de son vivant, le don de son vivant. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident du tout. J'ai peut-être une anecdote, c'est pas une anecdote, c'est un cas réel, c'est un ami dont le fils était en attente d'un rein. La liste est longue, le temps passe, l'anxiété aussi, et puis la gravité du cas. Eh bien, le papa décide de faire don d'un de ses reins, donc un don de son vivant. Malheureusement, il n'est pas compatible, donc retour à la case départ. Et pourtant, il existe une solution, c'est tout à fait légal, c'est une forme d'échange. Et bien, son papa accepte de donner son rein, mais à une personne, on va dire inconnue au départ, pour autant que son fils reçoive un rein. C'est un échange tout à fait légal. Ça s'est fait à Maastricht et Amsterdam. Donc là, le fils, je vais dire, a un nouveau rein, et le papa a fait son geste aussi pour sauver une autre personne. On peut stimuler aussi d'autres alternatives au don d'organes, comme par exemple partir de cellules souches, on a cité, la xénogreffe, mais là, je veux dire, ce n'est plus vraiment utilisé, il s'agissait d'aller chercher des organes d'animaux, par exemple une valve cardiaque, à retransporter, mais ce n'est pas évident. Ça se fait peut-être encore pour les tissus, pour aller chercher des tendons, par exemple. L'utilisation d'un organe artificiel est aussi une autre possibilité. Et je dirais, et ça c'est plutôt notre cas, mais considérer le don d'organes comme une source de consolation. Alors on n'a pas réfléchi quand on a proposé les organes de Laurent, parce qu'en fait, parce qu'on nous a appris que Laurent, son cas était, je veux dire, il était en mort cérébrale, on n'y avait rien à faire pour lui, eh bien Claudine a décidé, enfin plutôt a opté pour le don d'organes spontané. Et les médecins étaient étonnés, parce que c'est une démarche un peu particulière, mais nous, c'était une manière aussi d'être, je veux dire, consolé. Enfin, est-ce qu'on peut être consolé quand on perd un fils, mais c'est une manière de positiver la situation et d'aller de l'avant. Ça, je crois que c'est très important de voir quand même les choses positivement. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que la probabilité d'avoir un jour besoin d'un organe est 1000 fois plus importante que celle d'en donner. Donc, ça donne une idée de l'importance. Évidemment, la seule option est de s'inscrire, mais on va y revenir. Donc il peut donner ses organes, ça on l'a déjà dit, et mort cérébrale, on va vous expliquer ce que c'est. La mort cérébrale, c'est la destruction des cellules du cerveau. Le cerveau, c'est vraiment l'ordinateur du corps qui décide tout. Évidemment, on prend pas ça à la légère. Donc quand Laurent est reparti, donc Laurent a fait une grosse hémorragie cérébrale 9 jours après. On est remonté la nuit au CHU. Et c'est vrai qu'on ne s'est même pas posé la question dans la voiture en disant si on nous dit que c'est fini avec Laurent, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas parlé, on était dans une anxiété, dans une tourmente totale. Et puis quand on nous a annoncé qu'il était en mort cérébrale, évidemment on a fait tous des examens complexes pour évidemment ne pas passer après avec la moindre heure de soins. Donc ce sont vraiment des examens très très approfondis pour bien constater la mort cérébrale. Comment est-ce qu'elle peut être causée la mort cérébrale? Par une simple chute dans un escalier par exemple. Il y a des enfants qui vont leur vélo sans casque, ils tombent, la tête tombe sur le sol, on va dans mort cérébrale. Ça peut être un vaisseau qui éclate, une hémorragie cérébrale. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, parfois très anodines. Donc c'est un petit peu, voilà, on a un coup, par exemple quand on se cogne le genou, on a le genou qui gonfle, c'est la même chose. Donc le cerveau, il y a un œdème, il y a une hypertension intracrânienne qui est bloquée dans la voie crânienne. Et évidemment, ça bloque tout ce qui est échange sanguin et oxygène, donc les cellules du cerveau, elles sont détruites.
Et le maintien d'un donneur, ben, on peut sauver jusqu'à 8 ou 9 vies. Donc comme on disait, Laurent a été mis en vie artificielle, sur machine. Il faut dire que les infirmiers et les médecins avaient autant de boulot quand il était en cérébral que quand il était encore vivant, parce qu'il faut contrôler la sortie des liquides, on donne des liquides pour hydrater, la chaleur du corps, il y a vraiment une surveillance vraiment constante. Eurotransplant. Qu'est-ce que c'est Eurotransplant? Il y a deux mots, Europe, transplantation. Ce sont 8 pays qui se sont mis ensemble. Ils ont créé un organisme aux Pays-Bas en 1967. Et ces pays, donc c'est le Pays-Bas, la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche, la Slovénie, la Croatie et depuis le 1er juillet la Hongrie. Tous ces pays se sont mis ensemble. Ça représente 72 centres de transplantation pour 135 millions de personnes. Donc on essaye vraiment d'avoir le meilleur receveur donneur, vraiment le meilleur binôme. Il y a un seul système d'information, de collecte, de paramètres, une seule liste. On doit aller dans chaque pays pour savoir qui est sur la liste d'attente. Un seul répertoire d'informations. En un clic d'informatique, on sait le cœur va aller là, les poumons vont se diriger vers tel pays. Donc c'est vraiment essayer d'avoir le meilleur binôme receveur-donneur pour essayer d'avoir le moins de rejets possible. Il faut des critères de sélection. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas donner son cœur à son amoureux ou à son meilleur copain. Dans le groupe sanguin, quand on donne du sang, c'est la même chose. On doit avoir un groupe sanguin identique. Le poids et la taille. On ne peut pas donner le cœur d'un enfant à un adulte qui pèse 120 kg et vice-versa. Le degré d'urgence, évidemment, ça va au cas le plus malade, qui risque le plus sa vie. La compatibilité tissulaire, les jumeaux, là, souvenez-vous, il faut vraiment un code génétique identique. Évidemment, parfois, on a un donneur qui est compatible avec 2 receveurs. Qui va-t-on choisir? Celui qui est le plus malade, celui qui est le plus longtemps sur la liste d'attente. On essaye aussi de rester une distance géographique pour essayer évidemment que les organes s'abîment le moins possible, parce que vous allez voir qu'un cœur après 5 heures, il est abîmé. Donc ça va très très vite. C'est un petit peu la synthèse de ce que je viens de dire. Alors, le coordinateur de transplantation, le professeur Adam l'a expliqué, c'est vraiment le chef d'orchestre de la transplantation. Donc, dès que la mort cérébrale est déclarée, elle va avoir un registre national si la personne a fait son papier. S'il n'y a pas de papier, on va poser la question à la famille. Une question difficile. On perd quelqu'un, il faut partager. Donc, c'est vrai que la décision doit se prendre très très rapidement. Si on n'en a jamais parlé, on a vraiment une décision difficile à prendre dans un premier moment. Donc, on fait tous les tests possibles pour détecter la mort cérébrale. Elle envoie le dossier à l'Eurotransplant et on a un type d'ordinateur. L'Eurotransplant sait où vont les organes. On peut aussi avoir, on ne peut pas savoir qui a reçu les organes de Laurent, et les personnes qui ont reçu les organes de Laurent ne peuvent pas savoir que c'est Laurent qui a donné. On a été médiatisés, bien malgré nous. Donc c'est vrai que les gens qui ont été greffés le 23 décembre, ça peut peut-être se dire, ah, c'est peut-être ce gamin-là qui m'a sauvé la vie. On peut passer par le coordinateur pour avoir des nouvelles. Nous, on est content de savoir que les greffés vont bien. On n'a pas besoin d'avoir un merci, mais on est content de savoir qu'ils vont bien. Donc on peut écrire au coordinateur de transplantation, sans nom, sans adresse, sans sexe. Et elle lit les lettres et elle les envoie ou pas. Donc on a reçu 2 lettres. Une lettre 15 jours après le départ de Laurent pour nous remercier, globalement. Et puis au mois de juillet, on a reçu une lettre plus précise, on était même étonnés qu'on nous l'envoie. C'était un monsieur de 50 ans qui a reçu les poumons de Laurent, et qui 8 mois après la crève refaisait du motocross. On se dit waouh. 8 mois après, il refaisait son sport. Donc voilà, on sait vivre pratiquement normalement après la transplantation. Alors nous, c'est vrai qu'on ne savait pas comment les gens... on a entendu Jean-François qui disait que ce serait peut-être pas évident de savoir qu'un enfant a perdu la vie et grâce à cet enfant, Clara pourrait être sauvée. Mais on ne se rend pas compte. Les gens qui reçoivent quelque chose, c'est difficile pour eux. Donc nous, on a voulu écrire une lettre pour expliquer comment Laurent était. Et Laurent avait 20 ans, il était amoureux de Manon, et il ne courait pas de lièvre à la fois. Il était amoureux d'une fille. Donc on s'est dit, celui qui a reçu le cœur, il sera peut-être content de savoir qu'il était fidèle. On a fait une belle lettre. On l'a envoyé au coordinateur, et elle nous a dit que je ne vais pas l'envoyer. Et elle nous dit, celui qui a le cœur, s'il n'a pas ce sentiment, il peut faire un rejet psychologique. Un
un rejet psychologique, par exemple en disant ben, je ne mérite pas ce cœur, donc je ne prends plus le médicament. Donc c'est très difficile pour quelqu'un qui reçoit un organe. J'ai toujours cette impression aussi, quelqu'un est mort pour moi. Ce n'est pas le cas. Mais c'est vrai que psychologiquement, on peut passer par tous les stades de réflexion. Alors c'est vrai que bon, moi je suis infirmière, on se bat pour la vie, comme les médecins. On n'est pas prêt à avoir un échec. Donc on a vu, c'est vrai, des infirmières, des médecins qui s'effondraient quand j'ai été conduite au Royal sur la salle d'opération, parce que c'est un échec pour eux. Donc grâce à la coordinatrice de don, ils reçoivent aussi une lettre pour dire vous allez bien travailler, les transplantés vont bien, donc c'est vraiment une source de bien-être quand on reçoit une lettre comme ça. Alors, combien de temps est-ce qu'on peut garder les organes? Je vous disais que c'est dans la clinique. Le cœur et les poumons, après 5 heures, ils sont abîmés. Donc, vous imaginez, comme le professeur Nass a dit, il faut que la personne soit à l'hôpital, on fasse le dernier test, il faut qu'on opère la personne décédée et puis qu'on fasse la transplantation. Donc, il faut aller très très vite pour faire déjà son choix. Donc, évidemment, toutes les équipes chirurgicales doivent être vraiment chronométrées. C'est vraiment très important. Comment est-ce qu'on les conserve? Dans du froid, un peu comme les aliments à la maison, à l'hôpital. Donc les chirurgiens rincent les organes avec du liquide à 4 degrés. Et puis on les emballe dans des sachets stériles avec de la glace pilée, on les met dans un frigo-box bien spécifique et on fait parfois le voyage d'un pays à l'autre pour aller conduire les organes. Voilà, le petit bonhomme qui tient ça, c'est vraiment bien précieux. Évidemment, comme je disais, on ne peut pas faire ce qu'on veut, tout ça est réglementé. Et la loi du 13 juin 1986 en Belgique nous dit que toute personne qui n'a pas de son vivant marqué vraiment sa volonté d'être ou de ne pas être donneur est bien potentiellement donneur. En quelques mots, qui ne dit mot consent. Alors on va dire, c'est bien, c'est facile, je ne fais aucune démarche et je suis donneur potentiel. Or, dans la pratique, ça se passe un peu différemment, puisque la déontologie médicale va toujours respecter les familles et posera la question si cette famille est d'accord ou pas que l'on fasse la transplantation, le traitement et la transplantation. Et comme le disait Claudine, c'est un moment inopportun parce que on vous arrache quelqu'un de chair et vous devez penser aux autres. C'est un peu contradictoire, donc on risque d'avoir un refus. Et là, c'est bien malheureux parce que dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent, on va peut-être reprendre un peu le cours de la vie, on va regretter d'avoir refusé d'avoir sauvé peut-être des personnes. Donc la meilleure des démarches qui soit, c'est d'aller à la maison communale, dans votre maison communale, pour vous inscrire et marquer votre choix. Je dirais votre souhait d'être donneur, mais c'est votre choix. Donc 3 situations possibles. Je fais opposition, c'est un peu dommage, mais c'est respectable. Ou alors la personne marque son accord, oui, je suis donneur. Et quoi qu'il arrive, on préviendra la famille que le défunt est donneur d'organes. Là, ils n'auront plus le choix de dire oui ou non. Ou alors la personne ne fait aucune démarche, mais on fait un point de départ, et c'est le médecin qui doit poser la question, et évidemment l'embarras pour la famille restante. C'est un exemplaire du document qu'on retrouve à la maison communale, avec les possibilités de s'opposer, de s'inscrire en faveur du don d'organes, mais il y a aussi la possibilité de changer à tout moment. Donc, on peut, pour une raison ou une autre, revenir sur sa décision dans un sens ou dans l'autre. Donc, ce n'est jamais définitif. De son vivant, on peut encore aller changer d'avis. Il faut savoir aussi que la législation prévoit, selon la loi, certaines normes à respecter, dont notamment la reconnaissance de la mort cérébrale. Le médecin de l'hôpital va observer la mort cérébrale, mais ce sera confirmé par 3 médecins indépendants du service et de l'hôpital. Forcément, on évite ainsi une spéculation éventuelle et ce qu'on a déjà entendu ou vu dans les médias, un certain trafic d'organes. Je suis persuadé qu'en Belgique, en tout cas dans les pays de retransplant, ça ne se passe pas, parce que c'est très bien cadenassé. C'est aussi une confiance qu'on doit avoir. Les méthodes les plus récentes qui vont marquer effectivement
c'est la science qui influe sur l'état de la personne, avec un contrôle possible pendant X années. Mais là, c'est plutôt législatif. La loi prévoit aussi, ça paraît évident, mais c'est la loi qui le prévoit, c'est le respect de la dépouille mortelle. C'est parfois un frein aussi. On fait souvent l'amalgame entre don à la science, etc. Il faut se dire que c'est un trésor, c'est un bien qui a une valeur énorme et tout le monde en est conscient. Donc on va respecter la dépouille mortelle. Il faut se dire aussi que selon certaines familles et certaines croyances religieuses, on a envie de retrouver le corps. Parfois on voit des cercueils qui restent ouverts au funérarium. Eh bien, le don d'organes le permet puisqu'on rend le corps, je vais dire, en parfait état. Le corps a été traité avec beaucoup de soin, avec beaucoup de minutie. On a comblé évidemment ses membres puisqu'on avait prélevé tous ses os. On les a comblés avec des prothèses dans l'aluminium. Donc, je veux dire, le corps reste vraiment intègre. L'anonymat, on en a parlé, c'est évident, mais on doit respecter l'anonymat. Et la gratuité. C'est un sujet, c'est un terme qu'on n'ose peut-être pas aborder, mais on se pose peut-être la question. Je veux bien être généreux, donner mes organes, mais si ça me coûte quelque chose, on ne peut pas non plus. Et là, à partir du moment où la mort cérébrale est détectée, eh bien, il faut savoir que c'est une amie, donc les mutuelles, qui prennent tout en charge, aussi bien pour le donneur que pour le receveur. Alors, un aspect un peu plus rapide ici, mais le point de vue des religions, où on se rend compte finalement qu'ils sont relativement tous en faveur du don d'organes. Donc la religion catholique s'en veut au corps médical, finalement ça va plus mal. On va dire que le pape s'en lave les mains, mais le corps médical a fait ses preuves et je crois que aller au-delà, ce ne serait pas raisonnable. Donc la religion protestante de son côté ne reconnaît pas la mort cérébrale en tant que telle, mais elle est admise. Et finalement, chaque fidèle est libre de ses choix. Donc vous voyez que si on a un peu d'humanité au fond de soi, on est en faveur du don d'organes. En faveur du don d'organes, mais aussi la Torah, puisqu'elle atteste que le devoir de sauver une vie passe au-delà du respect des interdits religieux. Et pour l'islam, c'est un peu plus compliqué parce qu'on touche à l'intégrité du corps, forcément, si on enlève un organe. Mais cependant, le Coran nous livre un très beau verset qui dit que qui sauve un homme sauve l'humanité. Et à partir de là, je pense qu'ils sont en faveur du don d'organes. Et petite parenthèse ici, je voulais en vélo ce week-end et puis j'ai vu des témoins de Jéhovah qui se baladent ici dans le trottoir. Et je me dis, bah, tiens, je vais quand même me poser la question, parce que vous savez qu'ils sont contre le fait de donner du sang ou de recevoir du sang. Et je les ai interpellés. Et en fait, pour le don d'organes, ils sont en faveur du don d'organes. Et la raison, elle est très simple. Hein. Ce n'est pas écrit dans la Bible. La Bible a oublié de parler du don d'organes. C'est tant mieux. Hein. Comme ça, au moins, les témoins de Jéhovah sont pour. Maintenant, comment vivre après une transplantation? Alors, grâce à la transplantation, ce sont des personnes qui revivent. Donc, évidemment, tout est l'organe est changé en tout cas. Donc, mais il faut évidemment suivre ce que le médecin dit. Il faut une collaboration étroite avec les médecins. Bon, là, on a connu un garçon de 17 ans qui a été greffé d'un cœur au mois de décembre. Il habite à Bastogne. Et pendant 3 fois par semaine, il doit aller au CHU pour faire des contrôles. On fait des petites biopsies. On arrive à petit morceau de son cœur pour voir s'il n'y a pas de rejet. Donc c'est vraiment très important de suivre ce que le médecin dit. Il y a un régime alimentaire important, il faut faire une activité physique. Gauthier doit revenir 3 fois par semaine pour faire une revalidation, il doit remuscler son nouveau cœur, alors qu'il a 17 ans, qu'il est sportif. Les médicaments, mais c'est vrai que comme on en a parlé, parfois il y a des gens qui prennent une vingtaine de médicaments par jour, qui ont beaucoup d'effets secondaires, donc parfois il faut prendre d'autres médicaments pour combler les effets secondaires de ces médicaments immunosuppresseurs. Et il y a des Jeux olympiques de transplanting. On n'en parle pas souvent, mais ça existe. Ça a été créé en 78. Ça se passe une fois en Europe, une fois au niveau mondial. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pour prouver aux gens qui savent revivre, qui savent refaire le sport. On a entendu que le monsieur qui a reçu des points de il refait son sport, oui, après la transplantation. Alors c'est vrai que parfois on voit des films où on lit des romans
qui dit qu'on n'est plus le même quand on a été greffé. Les sentiments ne sont pas dans les organes, bien entendu, mais je crois qu'on ne passe pas indemne d'une greffe, parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans la tête. Donc voilà. Mais c'est vraiment un geste noble de prendre soin de ces organes aussi, c'est important. Donc les gens prennent vraiment soin de cet organe si précieux. Alors la conclusion, c'est vrai que c'est un sujet difficile, c'est un sujet tabou parce qu'on parle de la mort, il faut en parler, il faut en penser tous les jours, c'est vrai. Mais c'est souvent une mort brutale. Nous le matin, le mardi matin, Laurent est parti, il m'a donné un bisou. Je ne savais pas que je n'allais plus avoir de contact avec mon fils. Donc c'est vrai que c'est souvent difficile, c'est un moment difficile à vivre. Et quand on n'en a pas parlé au tribunal familial, on ne sait pas ce qu'on fait. Donc on peut parler de ce sujet-là. Avec les enfants, on parlait bien de sexe quand on était à table. C'est le seul endroit où la famille est réunie, parce qu'après, on va chacun dans sa chambre. Donc voilà, on peut parler. On n'en parle pas tous les jours, mais on sait un petit peu le choix de chacun. C'est important. Donner, on apprend ça depuis tout petit. On apprend déjà à Cara à donner à faire un sourire, c'est une manière de donner. Donc toute sa vie, on donne de son temps, on donne de soi, on donne de l'amour. Après la mort, on peut encore donner. Voilà, je voulais juste lire cette phrase. Notre ami Luc a fait un petit dessin, c'était des tours d'honneur, avec un geste qui vient du cœur. Oui, au nom de Rien mieux à la vie, vous avez vu qu'il y a des banderoles à l'entrée du cinéma qui représentent tous ces textes. Voilà, tout le monde, on va juste vous montrer deux petites vidéos pour un petit peu dédramatiser le sujet. Merci. Faites-le savoir. Comme je dis aux jeunes, on ne pourra pas vous faire tatouer, mais d'en parler. Quand on ne sait pas qui remercier, on a envie de dire merci à tout le monde.